Alors, l'idée, c'est de leur demander à chacun des trois dans leur domaine, même si tout ça est très interdépendant, on les laissera discuter d'ailleurs un peu ensemble, mais de vous donner quelques éléments de réflexion pour que la plupart des gens qui sont dans cette salle seront peut-être encore directeurs dans 5 ans. Et donc, la plupart d'entre vous auront à affronter ce défi de 2030, défi de l'offre, défi de la demande, défi du personnel, des ressources humaines, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, ces aspects vont être défi du financement, évidemment. Donc, on va essayer de balayer ces différents défis. Et on commence avec Jean-Philippe Vinquant, qui, au-delà des responsabilités qu'il a pu avoir à l'époque, est donc désormais président du Haut Conseil de l'âge. Et il a commandité un certain nombre d'études dont on lui a demandé, disons, d'extraire les éléments qui pouvaient nous intéresser ce matin. Jean-Philippe. Merci beaucoup, Luc. Bonjour à tous et toutes. Je suis très heureux d'être là, devant d'ailleurs certains d'entre vous, membres du Conseil de l'âge, pour vous présenter un petit peu ce que nous avons fait en réponse à la saisine du Premier ministre au Haut Conseil, pour essayer de venir peut-être synthétiser et approfondir certains constats, et derrière de proposer des solutions peut-être d'une façon un peu plus vigoureuse, pour essayer de dire que maintenant, il est très établi, et nous avons eu encore des illustrations qui nous ont été données par l'adresse, que nous sommes dans l'œil du cyclone de la politique d'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie, puisque nous sommes dans une situation assez favorable d'un certain côté, qui est que la démographie passée fait que nous avons peu de personnes de plus de 75 ans et de plus de 80 ans qui ont sollicité le système de soutien à l'autonomie, et que sur le plan de l'épidémiologie, nous avons eu une progression de l'espérance de vie à 60 ans sans perte d'autonomie. Et donc, actuellement, les chiffres de bénéficiaires, par exemple, de l'allocation personnalisée d'autonomie, les personnes qui sont actuellement résidentes d'EHPAD sont très flat en termes de progression. Et quand bien même nous sommes dans un moment plutôt de pause dans la transition démographique, notre système apparaît comme à bout de souffle, débordé et fonctionnant sur un certain nombre de principes qui ont été affichés, comme par exemple cette politique vigoureuse souhaitée d'accompagnement à domicile. Ça ne fonctionne pas bien et le système ne distribue pas en quantité et en qualité les accompagnements qui permettraient, par exemple, de pallier l'absence de création ou de plan de création de places d'EHPAD ou de développement renforcé de toutes les solutions intermédiaires et alternatives entre le domicile historique d'un côté et l'établissement médico-social de l'autre. Et donc, il y a quelque chose quand même d'un peu décevant à se savoir dans cette position d'impréparation à la transition démographique, alors même que les constats sont là, sont posés, et les évolutions futures sont maintenant très proches de nous. 2027, 2030, c'est vraiment tout près. Et c'est tout près. Qu'est-ce qui nous manque maintenant pour essayer vraiment de faire en sorte que tous les pas que nous faisons d'ici à 2030 soient dirigés dans la bonne direction, celle d'une société qui est pleinement adaptée à une population vieillissante, avec un nombre croissant effectivement de personnes âgées et très âgées. C'est cet exercice qui est maintenant inscrit dans la loi, qui doit être effectivement de préparer et de faire adopter une loi de programmation au moins pour 5 ans. Ça a été inscrit dans la loi d'avril 2024, Bien vieillir, qu'il nous semble nécessaire à tous et toutes d'avoir un vrai exercice, d'abord de quantification du nombre de personnes qui vont être concernées par un besoin de soutien à l'autonomie, de voir quelles sont leurs aspirations, quelles sont les solutions qu'on peut leur apporter en termes de parcours de vie, d'abord dans le vieillissement, l'âge des fragilités, parle devant Claude Jandel, et ensuite face effectivement aux premières incapacités, et de voir comment on doit faire monter qualitativement et quantitativement un éventail de solutions qui permet de répondre à des besoins et des aspirations qui vont être encore très diversifiés. Parce que même si nous aurons un sujet effectivement lié à des personnes très âgées, qui sont le public majoritaire bénéficiaire de l'APA, que ce soit à domicile ou en établissement, nous avons aussi des personnes qui rentrent à 60 ans en EHPAD, parce qu'en situation de très grande fragilité sociale, de handicap, de troubles psychiques, de troubles cognitifs qui font que le projet de vie à domicile est empêché presque, je dirais, par nature, par le fait qu'elle n'était pas déjà dans une vie autour d'un domicile avec tous les accompagnements et les proches. Et donc, quand on a reçu la saisine donc, de l'ancien Premier ministre François Bayrou, on s'est dit que c'est une forme de défi. Nous devons contribuer
par nos propositions à des mesures ou à des leviers de redressement des comptes sociaux, parce que c'est l'angle que le Premier ministre avait retenu, faire contribuer les hauts conseils pour préparer le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et s'appuyer à la fois sur le capital de travaux validés par les membres des hauts conseils et leur capacité aussi à organiser un dialogue entre parties prenantes dans une enceinte peut-être plus apaisée que les médias, le débat public ou même parfois les bancs de l'Assemblée et du Sénat. Et donc nous avons essayé en une trentaine de pages de venir à la fois, comme je le disais, essayer de porter des constats encore plus précis sur les faiblesses et les lacunes actuellement de la politique d'accompagnement des personnes âgées dans la plus pleine autonomie et la citoyenneté, la participation sociale aussi. On n'est pas là juste pour venir compenser des limitations, mais pour permettre aux gens d'avoir la vie la plus pleine et entière possible, et ensuite d'essayer de faire des propositions peut-être un petit peu plus tranchées. Et donc, sur les constats, ce que nous avons vu à nouveau, notamment à partir des données de l'adresse, c'est que, premièrement, nous avions un affaissement des accompagnements, notamment à domicile, qui se traduit à la fois par toujours une sous-consommation des plans d'aide notifiés par les conseils départementaux et leurs équipes médico-sociales, une baisse des plans d'aide en euros octroyés par le conseil départemental, liée à une forme de perte de pouvoir d'achat de l'APA qui est indexée sur les prix et non pas sur les rémunérations des professionnels, même s'il y a eu des concours qui ont été versés pour permettre aux conseils départementaux d'augmenter leurs tarifs. Et derrière, du côté des EHPAD, cette incertitude sur les attentes des pouvoirs publics ou de la société sur la place future des EHPAD. Est-ce qu'on envisage des EHPAD qui vont plutôt se concentrer sur les personnes les plus lourdement en perte d'autonomie, les J1 et 2 ? Est-ce qu'on a plutôt un objectif de mixité des publics au sein de l'EHPAD pour qu'elles gardent ou qu'elles améliorent encore un côté de lieu de vie qui n'est pas uniquement un lieu de soins au sens du cure et du care. Et ça, je trouve que cette incertitude majeure sur les attendus sur cette place future des EHPAD, qui seront moins forts en termes de proportion de personnes bénéficiaires de l'APA accompagnées, mais qui reste un maillon essentiel dans les parcours pour certaines personnes, je trouve que c'est un impensé, un irrésolu, qui est très délétère en fait pour la visibilité qu'on donne à la fois au grand public, à la société, aux personnes, à leurs familles et aux gestionnaires d'établissements ou de groupes d'établissements. Et c'est pourquoi on a décidé d'engager un nouveau plan de travail de 10 mois sur le périmètre de mission, d'organisation, de fonctionnement et de financement des EHPAD et leur lien avec l'extérieur, à la fois ce qu'ils peuvent apporter en termes de ressources aux territoires et aux autres acteurs des territoires et ce qu'ils doivent recevoir aussi comme contribution, notamment des autres acteurs du système de santé, les professionnels libéraux, le monde hospitalier. Je referme la parenthèse sur les EHPAD. Et ensuite, donc, quelles sont nos propositions ? Nos propositions, c'est vraiment de mettre maintenant un effort beaucoup plus important que celui qui est consacré actuellement aux deux piliers de toute politique d'anticipation de la transition démographique, qui sont un effort de prévention qui doit être décuplé, premièrement, et deuxièmement, un vrai effort d'adaptation, où nous adaptons les logements, la ville, le parc social, les mobilités, où nous adoptons aussi nos outils en rénovant très profondément la grille Agir et l'APA, qui sont actuellement très insatisfaisants dans leur capacité à évaluer les besoins des personnes et à construire des plans d'aide structurés, multidimensionnels, et faire en sorte aussi d'avoir une adaptation aux réalités des territoires en développant ces offres ou ces solutions qui passent par de l'habitat regroupé dans les centres-bourgs des petites villes pour faire en sorte d'éviter cet éclatement des accompagnements dans le diffus qui sont à la fois insatisfaisants pour les personnes quand elles sont en situation de très grand isolement, notamment dans les zones rurales ou dans certaines zones périurbaines, et qui permettent aussi d'éviter l'épuisement des professionnels et, je dirais, cette espèce d'évaporation de financement public qui est que dans les services d'aide et d'accompagnement à domicile, 15% des heures rémunérées sont passées sur la route avec un bilan carbone en plus qui n'est pas flatteur pour la branche autonomie comme les travaux de la CNSA et du Shift Project l'ont montré. Donc vraiment prendre ce tournant de la prévention et ensuite de l'adaptation réelle de toutes les dimensions de la vie sociale et des accompagnements des personnes âgées et bien sûr de leurs proches aidants pour éviter qu'ils ne s'épuisent par un défaut d'étayage suffisant des projets de vie à domicile. Et derrière, nous avons essayé de chiffrer
les économies que peuvent rapporter cette politique très résolue de prévention primaire et secondaire et d'adaptation. Et là, nous nous sommes fondés sur des travaux et des rapports qui avaient déjà montré que, par exemple, si nous avons un effort de prévention des chutes mortelles et des chutes graves ayant des conséquences pour la santé et aussi en dépenses hospitalières des personnes âgées ou très âgées, nous pouvions avoir 400 millions d'euros d'économies sur de la dépense de soins évitable. Cet effort de prévention, il permet aussi évidemment de rendre crédibles les projets de vie à domicile avec à la fois mon bilan santé et le programme ICOP. Nous pouvons effectivement restaurer des capacités, des fonctions motrices, auditives et permettre de faire en sorte que la vie à domicile soit en pleine sécurité pour les personnes. Deuxième point, nous avons proposé aussi d'avoir un très grand plan qui vise à renforcer les acteurs hospitaliers sur toutes leurs interventions en amont de l'hospitalisation, de renforcer les EHPAD et les services d'aide d'accompagnement à domicile pour éviter ces 2 à 3 milliards d'euros de dépenses hospitalières inefficientes, inefficaces des personnes âgées. Le HCAM l'avait déjà dit, quand Denis Piveteau en était président, j'en étais secrétaire général. La Cour des comptes l'a dit dans un rapport, nous l'avions aussi avancé dans des travaux du Conseil de l'âge. Nous pensons que nous pouvons réaliser une économie d'1 milliard d'euros à horizon 2030 sur la réduction d'un tiers de ces hospitalisations, de ces séquences de soins aigus, évitables par un vrai effort de prévention et une adaptation des accompagnements. Et nous proposons de le redistribuer par tiers. Un tiers pour les acteurs hospitaliers pour faire monter les équipes mobiles de gériatrie, les hotlines gériatriques, les bilans, consultations mémoire, Alzheimer, l'hospitalisation à domicile, y compris en EHPAD, ainsi que, évidemment, à domicile. Donc un tiers pour les acteurs hospitaliers pour la ligne froide, amont, un tiers pour les acteurs du médico-social, EHPAD, services d'aide et d'accompagnement à domicile, et un tiers pour permettre d'afficher un Ondam qui soit respecté, un tiers d'économie pour l'assurance maladie. Deuxième point, nous pensons qu'actuellement, et j'en terminerai par là, notre système est insuffisamment pilotable. Nous avons une branche autonomie qui est une branche qui est très jeune, un risque qui n'est pas encore mature, qui doit monter en charge en termes quantitatifs et qualitatifs en termes d'accompagnement, mais qui doit être aussi plus redevable. Nous avons très peu de moyens de savoir dans les territoires quel est le niveau d'aide, la consommation des plans d'aide APA, les modes d'effection de l'APA à domicile entre les 3 grands modes d'effection, prestataire, mandataire, emploi direct. Nous ne savons pas quel est le taux d'exécution contemporain sur les plans d'aide. Donc nous avons des acteurs territoriaux qui actuellement ne restituent pas au national les éléments que la CNSA, les pouvoirs publics, doivent avoir pour avoir une politique qui soit quand même un peu guidée par le résultat final, le bien-être des personnes, la qualité des accompagnements. Et donc nous proposons un choc de gouvernance avec une simplification de la gouvernance et un choc aussi en termes de transparence et de redevabilité. Nous proposons de mettre enfin en place un système d'information APA qui soit unique, qui aille du GIR 6 avec l'entrée des personnes dans les fragilités à un accompagnement plutôt par l'action sociale des caisses de retraite, la prévention de la perte d'autonomie pilotée par les futures conférences territoriales de l'autonomie et qui permettent un suivi des parcours des personnes, qui permettent des mesures d'impact, des actions de prévention pour aider la CNSA et son centre de ressources et de preuves à qualifier les actions de prévention qui fonctionnent réellement, qui ont un impact significatif sur le maintien en autonomie des personnes et de suivre les parcours dans notre pays. On ne sait pas actuellement dans quel GIR en moyenne on rentre dans l'APA, on ne sait pas combien de temps une personne en GIR 5 avec un bon accompagnement et de la prévention par les caisses de retraite ou l'interrégime de retraite, on ne sait pas si on réduit le glissement vers la perte d'autonomie et le passage dans l'APA. C'est impossible de piloter une politique et c'est impossible de demander des crédits supplémentaires si on n'a pas un système qui donne plus de garanties, qui est piloté par la qualité, la satisfaction des personnes, l'impact final des actions qui sont conduites. Et si on veut réduire le tendanciel qui viendra mécaniquement de l'augmentation du nombre de personnes très âgées dans notre pays, nous pensons que nous devons avoir ces éléments qui nous permettent de mesurer vraiment derrière l'impact des actions. Je pense que nous pouvons prolonger la tendance observée entre 2015 et 2022
de baisse de 10% de la prévalence après 60 ans de la perte d'autonomie. Je pense que nous pouvons faire encore des gains peut-être de 10% chaque décennie, entre 2030 et 2040, 2040 et 2050. Mais encore faut-il pouvoir le mesurer. On a dit quelques mots sur le financement de la branche autonomie qui est repassé en déficit, mais comme Jean-René Lorenzi, je pense, en parlera, si vous souhaitez à un moment que j'évoque les pistes pour le financement de la branche autonomie que nous avons évoquées au sein du Conseil de l'âge et avec les collègues du Conseil de financement de la protection sociale, ça sera volontiers. Merci. Merci. Merci pour toutes ces pistes qui étaient passionnantes. Et tu as mis l'accent notamment sur des sujets qu'on n'a pas le temps pendant 48 heures d'aborder, mais la question de la prévention et notamment le déploiement futur et espéré de l'outil AICOP et évidemment toute la politique d'adaptation des logements, de l'urbanisme, des villes. Et à 6 mois des élections municipales, c'est un sujet qui va là aussi intéresser et qu'on reverra cet après-midi avec le président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Je salue, comme ça il pourra écouter Jean-Hervé Lorenzi et Sophie Boissard, l'arrivée de Clément Beaune, le haut-commissaire au plan, et avec lequel nous dialoguerons tout à l'heure. Jean-Hervé, tu es un économiste de manière générale, mais il se trouve qu'à travers le prisme de la chaire Transition économique, transition démographique que tu animes depuis plusieurs années, tu as ce prisme vieillissement qui, pas toi, hein, toi tu es toujours aussi jeune, mais sur la question du financement de notre protection sociale, sur l'impact du vieillissement sur l'économie, et puis je sais que tu as commencé un travail depuis quelques années sur la question de la liquéfaction du patrimoine notamment, c'est-à-dire des solutions un peu alternatives aux solutions classiques qui font appel au patrimoine, notamment des personnes âgées. On avait envie de t'entendre là-dessus. Merci. D'abord, merci à Luc et merci à l'adresse, parce que le sujet du vieillissement, permettez-moi de démarrer sur une vision plus large du sujet que les EHPAD, dont je suis d'ailleurs, en vous regardant, le seul réellement concerné. Mais dans la réalité, le vieillissement, l'impact du vieillissement est quelque chose qui est très difficile à mesurer. Braudel disait que l'histoire du monde, c'est l'histoire de la démographie. C'est quand on ne comprend pas à quel point le mouvement, notamment dans notre pays, de cette démographie et du vieillissement va jouer sur la croissance, la productivité, l'impact, etc., et les coûts que cela suppose, que tu as très bien décrit avec évidemment cette idée positive de la prévention, mais on ne peut pas réfléchir de manière tout à fait sérieuse sur l'avenir proche. Moi, la seule petite remarque que je voulais faire sur l'adresse, c'est que vous avez raison, chère madame, de parler de 2040, parce que parler de 2050, très franchement, je trouve que c'est déjà compliqué de parler de 2030, mais parler de 2000, dans 20 ou 30 ans, ce qui va se passer, personne n'a la queue d'une idée de ce que sera l'économie mondiale, ce que sera personne. Donc, prudence sur les sujets et un immense merci de faire venir dans le débat public, ça commence notamment aujourd'hui, dans le débat public, à travers cette question qui est majeure. Tout a été en France, j'allais dire, pris en otage par le débat sur les retraites, qui est très important, ce n'est pas le sujet, mais juste en ordre de grandeur, on a beaucoup parlé de 4-5 milliards d'euros, etc. Enfin bon, sur les débats qui j'espère, vont trouver une heureuse conclusion, mais là, Luc, à toi de jouer. Mais la réalité, alors nos calculs, il faut les prendre avec prudence, comme toutes les prévisions. Mais si on part de l'idée que la dépendance, je parle là uniquement de la dépendance, ça coûte, on dira 30 milliards d'euros, notre calcul, alors tout à l'heure Alain Villemeur m'a dit que la Cour des comptes avait sorti un chiffre pas très éloigné, mais nous, notre calcul, c'est que en 2030, c'est-à-dire demain matin, ça coûtera 12 milliards de plus. 12 milliards d'euros, ce qui est géant. Alors c'est assez sérieux, donc je suis prudent sur les prévisions et je suis trop économiste depuis trop longtemps pour être totalement confiant dans les prévisions des économistes, d'ailleurs ni des démographes, mais le 12 milliards me paraît
En tout cas, on a vraiment beaucoup travaillé et il semble que la Cour des comptes ait parlé d'un chiffre de 14 milliards, donc je me sens heureux ce matin. Ces 12 milliards, ils font partie, j'allais dire, d'un paquet qui sera vraisemblablement le problème clé de la société française dans les 2-3 ans qui viennent, dans le débat public, mais qui pour le moment est juste abordé de manière, j'allais dire, assez marginale. En fait, le vieillissement dans notre pays, pour le moment, et la dépendance sont des sujets qui ne sont que très peu évoqués. Et j'ai adoré la manière dont tu as dit, Luc, personne n'a envie d'aller dans un établissement, dans une institution, plus exactement. Mais la réalité, c'est qu'on va se trouver confronté à la réalité. Et la réalité de notre société, c'est que dans les 2-3 ans qui viennent, va arriver de manière très significative le problème de ce coût d'une manière générale, de la protection sociale. Alors, on a évoqué plusieurs pistes, évidemment la prévention, mais ton milliard, ça ne me suffit pas. Hein, c'est pas avec un milliard qu'on va résoudre le problème. La dépendance, uniquement la dépense, 12 milliards. Les coûts de prévention, si je rajoute l'évolution naturelle des retraites à un système de retraite actuel, mais simplement le fait que le nombre de retraités a augmenté, on se retrouve très facilement avec 30-40 milliards de plus par an. Qui va payer, comment on va faire. Et surtout, chers amis, et peut-être c'est la dimension que je peux essayer d'ajouter, quel est au fond l'impact que le mode de financement va pouvoir avoir sur la croissance. Parce que vous voyez bien qu'on est 0,8, ce n'est pas uniquement que M. Bayrou, que son prédécesseur, que son successeur sont de mauvais gérants, c'est juste qu'on est dans une période où nos pays en Europe sont des pays qui ont très peu de productivité, très faible, qui investissent peu, qui ont un vieillissement qui commence à grignoter sur la capacité de croissance. Et le vieillissement, c'est terrible. Hein. C'est terrible parce que ça coûte cher, parce que c'est quand même pas à 70 ans qu'on retrouve les gens dans des garages pour trouver des innovations, et que dans les faits, j'allais dire, la capacité de croissance liée à cet âge croissant, évidemment, est de plus en plus limitée. Donc, il va falloir qu'on imagine quelque chose dans lequel les EHPAD sont un point important. La dépendance, évidemment, est un peu le cœur du sujet, mais c'est la protection sociale dans son ensemble. Alors, pour le moment, la discussion n'a pas démarré, très peu. Notre proposition, alors, ce qu'on essayait de regarder avec Alain et avec cette chaire, c'est de voir, une fois de plus, la manière dont ces 30-40 milliards, mais restons sur la dépendance, les 12 milliards, peuvent impacter de manière la plus positive possible sur la croissance. Et deux hypothèses sont, je crois, à travailler. On a commencé à regarder ça de manière assez précise. La première, c'est évidemment d'élargir l'assiette du financement de la protection sociale, c'est-à-dire, en gros, de considérer que les revenus du capital doivent, j'allais dire, être sollicités de manière plus forte qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un rapport de 1 à 5 ou 1 à 6, c'est totalement absurde. Et au fond, on a ces débats majeurs sur il faut que les riches payent, etc. Premier sujet, c'est il faut que notre production soit prise en charge par l'ensemble des flux de revenus. Première hypothèse, très important, hein, comme si on arrive à doubler, tripler, on résout une partie, on joue sur quelque chose compris entre 5 et 10 milliards d'euros, ce qui est non négligeable. Et deuxième sujet, alors il est à prendre là aussi de manière très directement liée à la croissance, l'idée de TVA sociale, qui est une idée dont vous savez que, au fond, l'argument clé, c'est que les importations les payent et pas les exportations. Donc c'est bon pour la croissance. C'est vrai que c'est bon pour la croissance. Mais si on le jouait de manière... Alors là aussi, on a commencé à faire quelques calculs, mais si on le joue en prenant dans la TVA que les biens dits de luxe, ou les biens, ça représente 35% environ des biens qui sont aujourd'hui achetés
avec une TVA qui est évidemment la TVA à taux normal, pas la faible, pas 5,5 ou autre, et qu'on considère qu'on en fait un transfert pour partie sur les cotisations sociales patronales et personnelles, on voit bien que là, l'impact sur la croissance peut être plus positif, puisqu'on joue sur ce qui est quand même un problème évident qu'on a en France, c'est qu'une partie des revenus ou des ressources pour alimenter les besoins de consommation sont insuffisants. On a peut-être juste, et je dis ça parce qu'il y a mon camarade Alain Villemeur qui était là-bas, il faut bien que vous voyez qu'on peut, j'allais dire, objectiver tout cela. Notre hypothèse, c'est que le bon calcul, la bonne répartition des revenus, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est la répartition des revenus, c'est en gros un tiers, 2 tiers. 2 tiers pour les revenus du travail, 1 tiers pour les revenus du capital. En France, on n'en est pas très éloigné, mais on est quand même plus tout à fait dans cette logique-là. Je ne suis pas en train de parler des revenus, je ne parle pas du patrimoine, je parle des revenus du capital et du travail, donc des revenus. Et quand vous regardez de très près les évolutions dans d'autres pays dont la croissance a ralenti de manière très significative, vous prenez ça sur un siècle, aux États-Unis jusqu'en 2000, ils sont 1 tiers, 2 tiers. Ils passent, avec les épisodes disons, de libéralisation des dispositifs et de droitisation des positions, ils passent à 40%, et la croissance américaine perd entre 1 point et 1,5. En un mot, et je conclus là-dessus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'impact dans les 3 ans qui viennent du coût du vieillissement sera géant. Si on ne comprend pas ça, si on ne se met pas ça dans la tête, on ne comprend pas les problèmes, et je trouve que les débats tels qu'on les a aujourd'hui ne font pas référence suffisamment aux problèmes de demain. Et deuxième sujet, il faut avoir une perspective qui ne va pas changer l'âge des gens, mais va maintenir sur l'ensemble des classes, des générations, va maintenir ce pourcentage, un pourcentage qui permet à la fois de consommer suffisamment, c'est-à-dire l'impact, on a quand même un impact qui est absolument majeur, tout en maintenant cette incitation à investir et qui est... Alors vous savez qu'en France, on a un petit problème, c'est que notre taux d'investissement est, on va dire, 3-4% en dessous de ce qu'il devrait être pour avoir une croissance un peu forte, et notre consommation est aujourd'hui ralentie par des taux d'épargne qui sont absolument cette crainte que les Français ont de l'avenir. Voilà. Donc, j'ai essayé juste de replacer la discussion qu'on a eue sur les ordres de grandeur et sur les références qu'il faut avoir, nos travaux qui sont à prendre avec beaucoup de précautions, comme tous les travaux des économistes, mais vont sortir dans les 3-4 mois qui viennent. Merci beaucoup, Jean-Hervé. Il y a un autre travail qui sortira dans le courant de l'automne, à la fin de l'année. C'est un travail que la chaire a entrepris avec le think tank Matière Grise sur la question très précise de la liquéfaction du patrimoine pour voir comment des personnes âgées qui ont, et légitimement certes, mais ont un capital immobilier, comment ce capital immobilier peut être liquéfié, fluidifié pour servir de revenu face aux dépenses de perte d'autonomie. Sophie Boissard, vous êtes directrice générale de Cariane et vous avez, on ne peut pas l'ignorer, vous parlez en face de Clément Beaune, qui nous rejoindra juste après. Et donc, pour l'anecdote, mais Clément le sait, vous avez été, je crois, la dernière commissaire général au plan de l'histoire, puisqu'après, ça a changé de nom. Et aujourd'hui, c'est Clément Beaune qui occupe une fonction avec un titre un peu différent, mais c'est à peu près là. Donc, vous avez eu, avant même d'être dans le secteur du grand âge, matière à réfléchir à la prospective, à la façon d'imaginer l'avenir. Vous le faites aujourd'hui, et notamment aussi avec un prisme sur lequel vous allez probablement insister, sur lequel on est beaucoup revenu ce matin, c'est la question du nombre de personnes âgées, on voit à peu près, le nombre de l'offre
devra être déterminée, mais aussi la nécessité d'avoir en face les ressources humaines, puisque que les gens restent chez eux ou qu'ils aillent en EHPAD, ils auront besoin de personnes qui les aident à domicile ou en établissement. Et ça, la question sociale, la question du défi des ressources humaines, c'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé au sein de Clariane. Merci beaucoup, Luc. Et effectivement, pour l'anecdote, il y a maintenant, quand j'étais en 2005, effectivement la dernière commissaire au plan, puisqu'ensuite c'est devenu centre d'analyse stratégique avant de redevenir au commissariat, n'est-ce pas, Clément? Nous avions parmi les groupes de travail qui ont vraiment beaucoup apporté au débat, un groupe de travail sur la dépendance, et c'était les prolégomènes en fait, de tous les travaux qui sont menés au sein du Haut Conseil de l'âge, et un groupe de travail qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'à l'époque, il paraissait très très loin, qui était animé par l'ancien directeur de la DARES, Claude Sebel, qui travaillait avec beaucoup de rigueur sur la prospective des métiers et qualifications, en essayant de répondre à cette question complexe, Jean-Hervé, qui est: est-ce qu'on peut projeter les besoins en main-d'œuvre, en qualification par secteur, et est-ce qu'on peut aider les politiques publiques et les acteurs économiques à y répondre? Et Claude Sebel professait à l'époque la vision que oui, malgré les transformations technologiques, il y avait un certain nombre de métiers qui ne se changeraient pas. Et déjà à l'époque, on avait beaucoup travaillé sur le déficit de soignants. Et ça nous amène avec un des éléments de cette table ronde aujourd'hui. Donc je pense, là, pour faire le lien, et ça c'était donc 2005, c'était il y a 20 ans à peu près. Alors, si je reviens, beaucoup de choses ont d'ores et déjà été dites par Jean-Philippe et par Jean-Hervé. Je voudrais pour ma part, essayer, pour alimenter le débat, de revenir sur 3 dimensions. La première, peut-être, dire ce qui m'a frappé dans l'étude de l'adresse présentée par Leïla Ricro, et je voudrais vraiment la remercier pour la qualité, la clarté de sa présentation. Ensuite, revenir très modestement sur la question de l'enjeu de financement. Un certain nombre de chiffres qui ont d'ores et déjà été posés par Jean-Philippe puis par Jean-Hervé. Et puis effectivement insister, Luc, tu l'as dit, sur ce qui me semble pouvoir être fait d'ores et déjà, sans attendre le grand soir, la grande loi de programmation dont j'espère qu'elle viendra, mais qui pour l'instant ne vient pas, et des réformes majeures. Je pense qu'il faut plutôt essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut d'ores et déjà faire sans risquer de se tromper pour accompagner notre secteur médico-social et contribuer à une meilleure prise en charge, un meilleur accompagnement ou prévention des situations de dépendance liées à l'âge. Étude de l'adresse, moi il y a 2-3 choses que je trouve très intéressantes dans beaucoup de choses, mais 2-3 choses qui me frappent particulièrement. C'est ce que vous avez dit, ce que montrent les chiffres sur l'espérance de vie en bonne santé. Ça, honnêtement, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on retienne et sur lequel il faut qu'on travaille. Pour moi, franchement, c'est un grand motif d'espoir et je pense que ça doit vraiment nous inciter à creuser dès à présent tout ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs, tous les recherches médicales le montrent, notamment les travaux de l'IHU de Toulouse sur le vieillissement. La prévention secondaire, par des choses très très simples, le maintien du lien social, l'activité physique régulière, la qualité de la nutrition, permettent vraiment de gagner des années de vie en bonne santé. Et toutes les politiques publiques et les politiques de santé doivent être vraiment dirigées parce que c'est déprouvé, c'est démontré, ça vaut la peine à tout âge de travailler sur l'augmentation de cette espérance de vie en bonne santé ou en tout cas sans dépendance lourde. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, Jean-Philippe, qui me frappe, vous êtes passé assez vite, mais c'était dans les planches, c'est effectivement la baisse relative du taux d'institutionnalisation. Et honnêtement, je pense qu'on peut la voir comme le premier signe que la diversification des accompagnements, alors tu l'as dit Jean-Philippe, c'est pas facile, c'est l'accompagnement à domicile, c'est les solutions d'habitat regroupées, ça marche. Et très concrètement, je pense que c'est vraiment ce à quoi nous aspirons tous, c'est parfaitement légitime, et ça va de pair, et ça je m'adresse ici à tous les professionnels dans cette salle, à un rôle tout à fait, tu as dit Jean-Philippe qu'on n'avait pas statué sur le rôle attendu des EHPAD, mais en fait les EHPAD jouent déjà, vous le savez, un rôle majeur dans le maintien à domicile plus longtemps. Et je pense que c'est un des facteurs d'explication de ce qu'on voit, la baisse du taux d'occupation. Parce qu'en réalité, c'est quoi la baisse du taux d'occupation ? Ce sont des flux
qui se sont radicalement modifiées, avec à la fois des prises en charge pérennes pour des personnes qui sont, pour des raisons de santé ou de situation sociale, qui ont choisi ou ont besoin de vivre dans cet environnement institutionnel protecteur. Mais c'est aussi, et je pense qu'on le voit tous dans nos établissements, aujourd'hui, des flux très très réguliers de séjours après une hospitalisation, le temps de retourner chez soi, mais un chez soi qu'on aura eu le temps d'aménager avec l'accompagnement qui va bien, du séjour de répit pour que l'aidant puisse justement continuer à œuvrer dans la durée. Et donc nos EHPAD, qu'on le veuille ou non, qu'on les définisse ou pas, aujourd'hui, ils ont deux rôles. Ils ont leur rôle classique, historique d'institution médico-sociale, d'établissement d'hébergement. Et ils ont ce rôle de relais qui permet en fait un maintien à domicile plus long. Et ça, pour moi, il faut vraiment... il faut pas qu'on réfléchisse pour se dire c'est bien, c'est pas bien. De fait, on joue ce rôle. De fait, on est aujourd'hui le poste avancé de permanence gériatrique et d'accompagnement des aidants dans les territoires. Quand on devient CRT, Centre de ressources territoriales, on l'est plus encore, mais il faut aller plus vite. Et il faut qu'on accélère en fait l'accompagnement de nos établissements dans ce double rôle, et qu'on travaille aussi la réglementation. Je pense en particulier l'octroi et le calcul des dotations soins, les coûts de pathos, pour vraiment pleinement prendre en compte cette dimension-là. Parce que ça m'amène au deuxième point. Notre secteur médico-social personnes âgées, il est aujourd'hui du côté de la solution efficace pour répondre aux défis du financement du vieillissement de la population. Alors, il y a des chiffres qui ont été formulés. Jean-Hervé, tu as parlé des 14 milliards. Jean-Philippe, tu es revenu brièvement sur ce que le rapport de l'IGAS, dont tu étais le principal auteur en avril 2024, avait dit, c'est-à-dire que 40% des hospitalisations en France sont pour des personnes de plus de 75 ans, et qu'un tiers, moi ça m'avait frappé, de ces hospitalisations sont probablement pas pertinentes ou évitables, voire ont un effet négatif en réalité sur l'état de santé, confusant, enfin en tout cas avec tout ce que l'on sait. Bon, nous on a fait d'autres projections pour vraiment regarder chez Clariane ce que ça donnait, ces perspectives démographiques. En fait, si on transpose la consommation de soins, de biens et de services médicaux à la population, la structure de population telle qu'elle est projetée à 2030, et là on a peu de chance de se tromper sur cette projection démographique, c'est en gros 14 milliards de dépenses de santé supplémentaires. Donc tu vois, on retombe à peu près sur les mêmes chiffres. Ça, c'est à comportement et à recours inchangés. Donc on a, disons-le, on a clairement un problème collectivement, ce d'autant plus que le niveau de dépenses de santé rapportées au PIB de la France est le plus élevé à parité avec l'Allemagne en Europe. Donc on a un vrai gros problème. Et pour moi, le sujet numéro 1, c'est d'abord de travailler sur l'efficience des solutions actuelles. Et c'est là que je pense vraiment que nos structures d'EHPAD, nos structures d'établissements médico-sociaux avec une meilleure médicalisation, une médicalisation croissante, sont du côté de la solution, parce que globalement, ça coûte bien moins cher à l'assurance maladie, quand on voit le niveau des dotations soins qu'on reçoit, et avec, c'est ce que montrent aujourd'hui toutes les données qui ressortent des certifications HAS et globalement de la manière dont on accompagne nos résidents en EHPAD, avec globalement une bonne qualité de prise en soins. On peut encore faire mieux, il faut qu'on continue à s'améliorer, mais globalement, la qualité de ce que les uns les autres vous faites au quotidien en termes de prise en charge est tout à fait remarquable et à saluer, je voudrais le dire aujourd'hui. Comment on fait pour faire encore mieux ? Je crois qu'on s'inspire de ce qu'ont fait un certain nombre de pays au nord de l'Europe. Les Pays-Bas, pour ne pas les nommer, qui ont vraiment, de manière déterminée depuis 20 ans, détourné, repris des budgets hospitaliers, notamment en services d'urgence, sous le non programmé, pour les flécher vers le médico-social de proximité, avec davantage de personnel soignant, paramédical, affecté, nuit et jour, des budgets, globalement, c'est 200 € par place, à comparer avec nos 50 € en France, sur le soin et dépendance, et globalement,
une dépense de santé aux Pays-Bas, qui a à peu près le même profil démographique que le nôtre, qui est inférieure à 10% du PIB. Un des éléments clés, vous m'avez déjà entendu souvent le dire devant vous, c'est d'abord d'avoir suffisamment de professionnels de santé et notamment de paramédicaux. S'il y a une chose qui me paraît absolument essentielle, centrale et pas coûteuse, c'est d'ores et déjà de doubler le nombre d'infirmiers, le nombre de professionnels de rééducation diplômés chaque année. Aujourd'hui, on a beaucoup levé les choses sur les aides-soignants grâce, je veux le dire, à l'alternance et au déverrouillage de l'apprentissage qui a été salvateur. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on voit que les faisans fonction ont significativement reculé. Moins dans le privé, mais quand même. Et pourquoi ? Parce que le privé n'avait pas, en fait, avant, les instituts de formation souvent adossés aux structures hospitalières, hein, mais avec le développement des centres de formation et de l'alternance, on a vraiment pu rattraper, et ça c'est super, plus la VAE, validation des acquis de l'expérience. On reste bloqué sur les infirmières, c'est trop lent, on a déverrouillé un certain nombre de choses, mais on n'est pas à l'échelle. Il faut qu'on se fixe collectivement l'objectif de doubler le nombre d'infirmiers diplômés chaque année. L'adresse a chiffré, je crois, à plus 50% le besoin de professionnels de santé nécessaire d'ici 2040. Si on veut être à cela, il faut doubler le nombre de personnes formées chaque année, et ce dès à présent, et ça ne coûte pas cher. Pareil pour les métiers de la rééducation. Et puis on l'a vu, on a un net problème de démographie médicale dans nos métiers de la gériatrie et des médecins généralistes. 60% des médecins qui ont 60% des médecins qui ont plus de 60 ans ou 40% des médecins qui ont plus de 60 ans. Mais bon, ça veut bien dire qu'on va avoir un gros gap là. C'est pour ça qu'il faut des infirmiers de pratique avancée, et qu'il faut vraiment repenser très fortement, à partir des paramédicaux, la manière dont nos EHPAD sont organisés. Le deuxième sujet, moi, qui me tient à cœur dans cette planification, et tout ça peut vraiment former les blocs d'une loi de programmation ou d'un comité de filière. Je vois avec beaucoup de plaisir ce qui a pu être dit ce matin par un certain nombre d'acteurs majeurs du secteur, tout statut confondu. Je pense vraiment qu'il faut qu'on fasse cause commune, publique, privée, associatif, autour de ces enjeux métiers qui nous sont absolument communs et sur lesquels vraiment on peut travailler ensemble. L'autre enjeu, et j'en terminerai par là, dans la projection, je pense vraiment qu'il faut qu'on intègre, tu l'as dit, hein, Jean-Philippe, mais la résilience climatique. On le voit, hein, été après été, on traverse des périodes caniculaires de plus en plus longues, qui sont particulièrement difficiles pour les personnes âgées ou fragiles en établissement ou à domicile. Et notre parc, le parc installé, alors je ne parle pas du mien parce qu'on a beaucoup travaillé, on a encore travaillé mais sur la climatisation, sur la reconstruction, mais je pense que le parc installé dont Leila Recro a rappelé les caractéristiques aujourd'hui et le taux d'utilisation, je pense qu'une partie de ce parc, il est totalement obsolète à horizon 5-10 ans. Il est obsolète parce qu'il n'est pas climatisé, parce que les matériaux de construction, la protection des fenêtres, etc., sur ces situations climatiques qui sont là et qui vont perdurer, quoi qu'on en dise, est vraiment pas adapté. Et puis par ailleurs, on a des tailles d'établissements, des nombres de chambres doubles, etc., qui par ailleurs ne sont pas non plus adaptés aux caractéristiques de prise en charge. Ça, c'est finalement la qualité de nos infrastructures sociales. On a besoin d'investir sur nos professionnels de santé et sur vraiment l'environnement humain pour accompagner cette vague grise et prévenir. C'est des paramédicaux. Et on a besoin d'un grand plan d'investissement sur les infrastructures sociales. Ce grand plan, je pense qu'il y a pléthore aujourd'hui de financeurs, des assureurs vie, des institutionnels. Jean-Hervé, tu as beaucoup travaillé avec eux, et c'était d'ailleurs présent aussi dans le rapport Draghi, qui sont prêts à le faire. Pour ça, et ça c'est vraiment un appel que j'adresse aux commissaires et aux représentants des pouvoirs publics qui sont présents dans cette salle, on a besoin d'un cadre de régulation qui soit clair, qui soit propice à cet investissement. Et honnêtement, si on regarde ces deux choses-là, le capital humain, avec des vocations aujourd'hui empêchées parce qu'on n'a juste pas construit les filières de formation, et l'infrastructure sociale pour accueillir et prendre en soin dignement, au plus près de leur lieu de vie,
les personnes avec des standards du XXIe siècle et pas des standards du XIXe. Je pense qu'on a les moyens de répondre sans se heurter à un mur de financement qu'on ne saurait pas surmonter. Voilà mon message de ce matin. Merci. Merci beaucoup Sophie Boissard, merci Jean-Hervé, Jean-Philippe. On aurait pu encore rebondir les uns sur les autres et passer la journée ensemble. Je suis persuadé que ça aurait passionné tout le monde, mais on est évidemment contraints. Il y a 2 ans maintenant, c'est assis à peu près à ce siège, à peu près à la même époque. Nous étions en septembre 2023, le haut commissaire au plan, un certain François Bayrou, et nous avions d'ailleurs travaillé avec lui sur des documents avec les équipes du plan, dans un document qui s'appelait « Quand les baby-boomers auront 85 ans ». Donc le plan a commencé depuis longue date, mais là particulièrement ces dernières années, à travailler sur ces questions de vieillissement démographique. Et dans un monde où, c'est vrai, vous avez été ministre, presque pour une durée exceptionnelle par rapport à ce qui se passe en ce moment. Bon, votre CDD fut plus long que... voilà. Et donc c'est vrai qu'on a dû être 7e ministre en charge des personnes âgées en 4 ans. Et donc face à, disons, une organisation gouvernementale un tantinet chaotique, eh bien, on a besoin de vigies qui regardent loin quand parfois les responsables politiques sont par essence un peu myopes. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait que vous soyez là ce matin en conclusion de cette matinée, puisque nous essayons, nous l'avons dit depuis ce matin, de regarder l'enjeu démographique. Rien n'est plus prévisible que la démographie. Regarder l'enjeu humain, Sophie Boissard vient de le rappeler. L'enjeu financier économique, ça a été rappelé par Jean-Hervé Lorenzi. Et voilà. Et on avait envie, et ce que vous avez fait depuis une vingtaine de minutes que vous êtes arrivé, d'entendre ces propos. Mais on avait à notre tour envie de vous entendre et de vous dire, nous, que nous avons besoin de vous. Voilà. On a besoin vraiment, parce que vraiment, ça devient vraiment quelque chose d'extrêmement sensible dans cette profession, qu'à un moment donné, il y a un constat partagé sur les besoins à venir et que nous puissions, de ce point de vue-là, être tous ensemble sur la même longueur d'onde et d'une certaine manière, tout se ramène à vous, le haut-commissaire au plan, à la stratégie, parce que vous êtes, avec les outils qui sont les vôtres, en capacité de fixer la ligne à nous, mais aussi évidemment au gouvernement. Et voilà, c'est pour ça qu'on voulait peut-être d'abord, par une première question, peut-être représenter, puisqu'il y a une nouvelle structure maintenant et un nouveau nom avec votre arrivée, et puis en même temps, peut-être d'abord rappeler cette nouvelle organisation, et puis dans un second temps, rappeler peut-être la question du vieillissement, la prise en compte du vieillissement dans la stratégie plus globale. Jean-Hervé disait 2050, c'est trop tard, mais c'est très loin en tout cas. Mais vous avez une stratégie 2050, 2030-2050. Voilà, on voulait qu'à la fois vous puissiez nous expliquer votre organisation et puis le rôle sur nos sujets que vous allez pouvoir jouer dans les prochains mois. Merci beaucoup, rien que ça. Merci beaucoup, cher Luc, de votre invitation, de vos mots qui me touchent et m'honorent, me mettent beaucoup de pression aussi. Je suis très heureux et honoré d'être en particulier sur ce panel parce qu'il y a là des savants du plan, si je puis dire. Jean-Hervé Lorenzi, qui est un homme du plan, on ne le sait pas toujours assez, et qui, je crois, a gardé beaucoup d'amitié, je le dis comme ça, pour cette maison et pour le nom qu'on a remis effectivement malgré la fusion dans la nouvelle dénomination. Évidemment, chère Sophie Boissard, qui est une illustre prédécesseur, la seule femme qui a dirigé l'institution. On vient d'installer dans l'escalier de nos locaux les différents portraits des commissaires, parce que je pense que ce lien vers l'histoire est important pour se projeter dans les décennies qui viennent. C'est une maison qui aurait l'âge de certains établissements, puisque nous allons commémorer les 80 ans du plan sous ses différentes appellations créé en janvier 1946 par le général de Gaulle et Jean Monnet, qui ne s'entendaient pas si mal sur tous les sujets. Puis heureux de retrouver Jean-Philippe, qui j'ai cheminé dans plusieurs fonctions de cabinet ministériel et que je retrouve aujourd'hui au Conseil, qui est relié au commissariat à la stratégie au plan. Je ne vais pas être trop long, parce que je crois que vous avez beaucoup de choses ce matin, mais sur l'institution elle-même, elle a, Sophie le sait, elle a porté parfois beaucoup changé de nom, mais de nos jours ça compte. C'est une institution qui a, sous une forme ou une autre, résisté ou survécu à 2 républiques, tout de même, c'est peut-être pas fini, et aujourd'hui à 53 gouvernements. C'est pas si mal.
même s'il y a eu là aussi une forme d'instabilité des noms. Et on a pris ce nom de Haut Commissariat à la stratégie au plan. Moi, je suis assez attaché, même ça paraît désuet, au nom de commissariat ou de Haut Commissariat. Ça a été commissariat général dans le passé. Alors, ça fait un peu policier ou vieillot, c'est comme vous voulez. Mais moi, je trouve que c'est important parce que c'est un lieu d'engagement et de mission. Et on est au service, non seulement du gouvernement, auquel on est rattaché, bien sûr, mais du débat public et de grands éclairages. Je pense à la question démographique sur laquelle je reviens dans un instant, que Jean-Hervé a beaucoup développé à juste titre. Et puis on a pris les noms de stratégie et de plan, pour être tout à fait honnête, parce qu'on a fusionné 2 maisons. Et beaucoup d'entre vous dirigent des structures publiques ou privées. Il faut que tout le monde s'y retrouve dans une fusion, c'est normal, c'est aussi un aspect humain. Et donc il y avait France Stratégie, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a été donc un des héritiers du plan, du centre d'analyse stratégique et ensuite donc de ce commissariat général à la stratégie et à la prospective, et puis le Haut Commissariat au plan qui avait été créé ou recréé sous cette appellation effectivement autour de François Bayrou il y a 5 ans. Voilà, donc la maison n'est pas totalement étrangère à ce que celles et ceux qui ont connu le plan sous différentes formes ont pu expérimenter. Et notre boulot, pour faire simple, c'est effectivement d'essayer d'éclairer le débat public. On ne décide pas directement, mais d'éclairer le débat public sur des grandes tendances et en renouant, on va lancer ça dans quelques jours, et vous y êtes cordialement invités, un grand exercice de prospective qui a lieu tous les 15-20 ans à peu près, qui s'appellera cette fois France 2035, France 2050. Alors c'est une motion radicale socialiste, comme dirait l'autre, qui réjouira Jean-Hervé Lorenzi. On n'a pas choisi 2040, on a quand même pris 2050 parce qu'il y a beaucoup de tendances, la démographie en fait partie, la transition climatique dont parlait Sophie, y compris pour rénover, adapter des lieux d'accueil, est essentiel, et à cet horizon, on a l'objectif de neutralité carbone en France et en Europe. Et puis 2035, parce que j'ai dit dans une présentation récemment que c'était une génération politique. Bon, je le formulerai peut-être un peu différemment aujourd'hui, mais c'est l'horizon dans lequel on se projette dans nos décisions publiques ou privées quand on essaye de regarder un peu au-delà de demain matin. Et donc 10 ans et 25 ans, une génération tout court, on pense que c'est un bon double horizon pour essayer d'anticiper un certain nombre de tendances. Et donc on va avec des groupes de travail thématiques sur la démographie, sur l'avenir du travail, sur les modes et les lieux de vie, sur nos grands services publics, essayer de tirer quelques traits ou quelques fils, de faire des comparaisons européennes. J'y suis très attaché. Sophie le disait à l'instant, on n'a pas vocation à être les derniers de la classe, ça certainement pas toujours les premiers non plus, parce que c'est pas facile, mais pas dans la moyenne européenne. Mais en revanche, ne pas regarder, alors qu'on a quand même globalement les mêmes tendances de fond et les mêmes modèles d'attachement à la protection sociale, d'attachement à un modèle de vieillissement digne, de financement public de beaucoup de cette protection sociale, la même démographie, malheureusement, j'allais dire, parce que la France s'est longtemps crue exempte ou exemptée des décrochages démographiques des grands pays européens. Ça n'est plus le cas. Et ça s'est beaucoup accéléré en quelques années, malheureusement. Donc tout ça fait que regarder ce qui se passe à l'étranger pour financer nos modèles, financer le bien vieillir, comme l'on dit, je pense que c'est évidemment très important, parfois pour exporter nos bonnes idées, mais de temps en temps aussi pour en importer quelques-unes, ça peut faire sens. Donc on va essayer de faire tout ça. Vous me ferez sans doute rebondir sur la démographie, mais moi j'insiste beaucoup, ça a été une des grandes obsessions de François Bayrou, à juste titre, qu'il a un peu injecté dans le débat public. On est aujourd'hui, on vient de sortir une petite note que je trouve très pédagogique, je fais un peu de pub sur ce sujet, qui a été produite par Maxime Sbailly, qui est un très bon économiste de la démographie, qui montre quand même quelque chose de tout à fait saisissant, c'est qu'on est, si je peux le dire ainsi, 10 ans en avance sur les dernières projections démographiques de l'INSEE. Donc la démographie, ça ne triche pas, ça ne s'inverse pas facilement, mais parfois les virages ou les décrochages s'accélèrent. Et c'est le cas. On va aujourd'hui être en 2025, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, en décrochage démographique au sens d'un solde naturel négatif. Dans les prévisions de 2020 et 2021 de l'INSEE, c'était prévu au début de la prochaine décennie et même au milieu de la prochaine décennie. Donc, et ça, évidemment, ça a des impacts sur beaucoup de choses, sur la démographie scolaire, sur la démographie médicale, sur le vieillissement et la façon dont on le prend en charge et on l'organise, qu'il faut, je crois, anticiper. Et on a tendance... pas être trop long, je finis là-dessus ce propos liminaire, on a tendance à considérer que la démographie, c'est un sujet de finances publiques. Et évidemment, ça l'est. Comment on finance nos comptes sociaux, comment on redresse nos comptes publics, on ne les dégrade pas trop, avec un impact sur la population active et donc sur la façon dont on produit et finance le modèle social. Mais ça a un impact sur tout. Je prends un exemple qui est très loin du sujet d'aujourd'hui, mais pour montrer à quel point c'est un sujet déterminant.
Jean-Hervé Lorenzi rappelait les grands auteurs, Braudel ou Renan ont des phrases très définitives et fermes sur la démographie, ils ont raison. Mais par exemple, dans nos armées, on a évidemment un impératif sécuritaire, on augmente nos budgets militaires et on a raison de le faire, mais je crois que ces 3 dernières années, les armées n'ont pas réussi, malgré les crédits disponibles, à atteindre leurs objectifs de recrutement parce que les classes d'âge se réduisent et que les métiers en tension, ça devient progressivement, c'est malheureusement le cas depuis quelques années dans vos métiers, mais ça devient la norme. Tous secteurs confondus, y compris ceux auxquels on pense le moins quand on parle de démographie. Et donc, on a besoin, et j'espère qu'on va essayer de le faire, enfin on va essayer de le faire, j'espère qu'on va réussir à le faire dans les travaux qu'on va dérouler tout au long de l'année dans cet exercice de prospective, à essayer d'éclairer les impacts financiers de société, parce que c'est ça l'enjeu de la démographie. Alors vous avez raison d'insister, on l'a moins dit tout à l'heure, mais sur cette année historique 2025, puisque pour la première fois depuis 1944, il y aura plus de décès dans ce pays que de naissances, et c'est en écho à ce que disait Sophie Boissard, c'est que par ailleurs, la population active va augmenter encore un tout petit peu et sera appelée à baisser. Donc c'est sur le même nombre de populations actives, mais avec un nombre de personnes âgées qui, lui, aura cru de manière significative, qu'on devra résoudre l'ensemble des sujets qu'on dit depuis tout à l'heure. Comment vous, en interne du Haut Commissariat au Plan, vous allez, conseiller le gouvernement ou répondre à des saisines? Nous, c'est vrai que c'était dans la première table ronde tout à l'heure, une des revendications du secteur aujourd'hui, c'est de dire, à Catherine Vautrin en l'occurrence hier, on a besoin d'un constat partagé sur la démographie. Tous les chiffres, on les a. La question, c'est à quel moment et où et autour de quelle table peut-il y avoir consensus autour des besoins? Est-ce que cette table, ça peut être celle du Haut Commissariat au Plan? On espère, on va s'y employer. Alors là aussi, il faudrait qu'on soit concret, parce qu'on pourrait vite nous reprocher de dire des choses qu'on sait déjà ou de répéter des constats généraux. Bon, je pense néanmoins qu'il y a encore, et on va s'y employer avec d'autres, à passer ces messages, la bataille des idées, c'est la bataille de la pédagogie aussi, de l'impact majeur de la démographie. Bon. Avec 2 types de réponses, si je puis dire, à la question démographique. C'est essayer d'inverser la tendance. C'est pas impossible, ça s'est fait dans le passé. Et encore une fois, parfois les inversions démographiques peuvent se faire dans un sens ou l'autre plus vite qu'on ne l'anticipait ou l'imaginait. Néanmoins, il ne faut pas se raconter d'histoire. Dans ce sens-là, c'est-à-dire en essayant de réaugmenter la natalité, c'est plus difficile. Ce n'est pas une politique d'État qui le fait. Bon, ce sont des tendances, une vision de l'avenir, un espoir ou un pessimisme sur l'avenir. Et malheureusement, on voit bien qu'il y a plutôt des facteurs de pessimisme. Et on n'est pas tout seul. Quand on regarde justement les pays européens, on voit bien que cet hiver démographique, il concerne nos grands voisins aussi et qu'on les a plutôt rejoints dans cette moyenne un peu triste. Bon. Et on voit, et je ne fais pas de jugement partisan politique en disant cela, qu'avec des modèles parfois très différents du nôtre, je pense à la Hongrie, bon, difficilement faire plus éloigné sur certaines variables politiques de notre modèle. Néanmoins, il y a une politique qui se veut très nataliste, on va le dire comme ça. Elle ne produit pas, et c'est un fait, de résultats aujourd'hui. Bon, donc quand bien même, et Catherine Vautrin a déployé un certain nombre de mesures, et il faut le faire, on essaye, on se donne les moyens de politique publique pour essayer d'inverser la tendance, c'est pas automatique, et ça n'est pas rapide, toujours rapide en tout cas, pilotable. Et en attendant, les actifs de 2035, ils sont déjà nés ou pas nés. Bon. Et donc même si vous aviez un rebond exceptionnel en 2-3 ans, ce qui est assez peu probable, ça ne changerait pas le fait qu'on a une population vieillissante, une population active qui va pendant un certain nombre d'années, probablement assez longtemps, décroître et qu'il faut s'y adapter. On va déjà essayer de rappeler ça. Et puis ensuite le décliner dans un certain nombre de domaines ou de secteurs. Sophie Boissard, je vais te rassurer, chère Sophie, les exercices pertinents continuent, la mémoire ne se perd pas. Et donc l'exercice qu'on appelle prospective métier qualification, PMQ dans notre jargon interne, avec la DARES, on le fait ensemble, est relancé, comme c'est fait régulièrement. Et dans les grandes tendances, il y a évidemment l'impact de l'IA, il y a l'impact de la démographie, et il y a 2-3 transformations sectorielles qu'on essaye d'appréhender le mieux possible. L'impact de la transition écologique qui nécessite de revoir des métiers, et puis bien sûr le vieillissement de la population, secteur médico-social en particulier, secteur hospitalier, qui impose
de se poser les questions des besoins, des pénuries et de comment on y répond. Ça, c'est un exercice qu'on fera très concrètement avec les fédérations professionnelles, les associations d'élus locaux, les administrations et services statistiques compétents d'ici l'été prochain, la fin de l'été prochain, en 2026. Donc on essaye de faire cette espèce de constat chapeau en martelant les messages, d'accompagner, j'ai vu Catherine Vautrin récemment, les ministères en fonction de leurs demandes, et puis d'avoir des zooms, si je puis dire, mais opérationnels, chiffrés, parce que c'est ça notre boulot, sur quelques éléments comme les métiers et les compétences. J'ajoute juste un point, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais quand on fait des exercices de prospective, on essaye, et puis à la fin c'est faux, mais il faut que ça soit le moins faux possible, ou le plus éclairant possible, de voir quelques tendances ou d'imaginer quelques tendances. Je disais au détour d'une phrase tout à l'heure, dans l'exercice France 2035, France 2050, j'ai souhaité qu'il y ait un groupe de travail, ça paraît nébuleux, qui s'appelle Mode et lieu de vie. Donc c'est la question du rapport à la culture, à l'aménagement du territoire, aux loisirs, au transport, etc. Mais je pense, et je le pensais en vous écoutant, en particulier, chère Sophie, que ça serait intéressant de travailler avec vous, c'est-à-dire certains acteurs du secteur, parce que dans les modes de vie, il y a la question de comment on vit sa fin de vie, si je puis dire, pas au sens médical, ces dernières années, parce que ce que Sophie rappelait est très intéressant. On a l'image, pardon de le dire comme citoyen ordinaire, d'un établissement comme un EHPAD, des établissements pour les personnes âgées dépendantes, comme une forme de douleur pour ceux qui se séparent de la personne qui va quitter son domicile, pour la personne qui quitte son domicile, et l'idée que c'est irréversible et complet, si je puis dire. Et ce que vous disiez à juste titre sur l'alternance, le fait qu'aujourd'hui, des établissements peuvent être des lieux d'accueil de convalescence, et puis y avoir un retour au domicile, que aussi parce que ce sont des endroits de protection, il peut y avoir davantage qu'on ne l'imagine ou qu'on ne le vit aujourd'hui des choix. Il y a des personnes qui préfèrent, et il faut que la liberté soit la plus grande possible, aller dans un établissement même si elles n'ont pas une dépendance forte et qu'elles pourraient rester à leur domicile parce que ça rassure, parce que ça protège, parce que c'est accompagné, parce que c'est collectif. Bon, bah ça, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Les modes et lieux de vie, c'est pas simplement quelle est la pratique du cinéma ou du spectacle. C'est comment on vit à différents âges de la vie le rapport au domicile, à la famille, au lieu d'accompagnement, de protection ou de soins. Et ça, je pense que ce serait très intéressant parce que c'est un angle mort, c'est caché, pardon de le dire comme ça, ces EHPAD que je ne saurais voir. Bon, il ne faut pas qu'on raisonne comme ça. Vous en êtes convaincus, mais dans la société, on n'en est pas encore totalement convaincus. Et nos politiques publiques, au fond, ce n'est pas qu'une question budgétaire. Avec Jean-Philippe, on s'est beaucoup engueulé sur des questions de financement, parce que lui est un homme du social et moi j'étais un homme du budget avant. Donc on essaie de trouver des équilibres quand on travaillait ensemble. Et on s'est toujours mis d'accord à la fin, parce qu'on partage un sens du service public. Mais blague à part, il faut que ce soit un débat de société, pas un débat de spécialistes, et pas une forme de dernière phase sur laquelle on essaye de repousser les échéances le plus tard possible. C'est pas ça que vous vivez, c'est pas ça que vous et vos équipes produisez, et donc c'est pas ça que dans nos réflexions sur l'avenir on doit avoir comme image. Alors, il y avait il y a un an à cette tribune Sadiq O qui était venu nous parler de l'usage de l'IA sur la question du vieillissement. Et évidemment, nous, on a commencé, la CNSA vient de lancer un grand chantier là-dessus. Et ça sera un de nos... au-delà du défi écologique, on a le défi numérique qui viendra répondre à ce défi démographique. Et donc, c'est un peu le triptyque dans lequel nous nous situerons. Peut-être, en guise de conclusion de cette séquence et de cette matinée, je vais donner la parole pour une question, une interpellation à Jean Hervé et à Sophie, qui vont interpeller le commissaire. Sur l'IA ? Non, sur ce que tu veux, avec ton micro par contre. Non, avec un micro. Voilà. J'ai 1000 questions à lui poser, mais... Une. Je vais essayer d'en sélectionner la plus méchante. Juste, merci, cher Jean Hervé, je n'en attendais pas moins de toi. Non, on a une trajectoire macroéconomique qui est quand même très compliquée, qui est très interrogative pour notre avenir. À ton avis, quel est le point le fil qu'il faut tirer qui permet au fond non pas de passer comme avait dit Lang, de la nuit de l'obscurité absolue à la clarté totale, mais simplement de donner une vraie perspective positive. C'est quoi le sujet, au fond, qui te paraît le plus positif, le fil qu'on peut tirer dans cette perspective? Et si tu n'as
pas la réponse, parce que c'est une question facile. Sur quel sujet tu vas pouvoir lancer des équipes, puisqu'on a la chance d'avoir ce commissariat revivifié, je pèse mes mots, revivifié, et qui donc va réunir des groupes de travail et permettre ainsi peut-être d'éclairer l'avenir. Et question de Sophie, et après comme ça permettra de conclure. Comme Jean-Hervé, il y en aurait beaucoup parce que je trouve absolument passionnant et vraiment, pour le coup, ça fait partie des bonnes nouvelles, non seulement de la journée, mais des dernières semaines, de savoir que tu as repris ce flambeau et que ce travail est en train de se faire avec une vraie projection. Je crois qu'on en a vraiment tous besoin. Donc moi, j'ai en fait une double question. D'abord, comment est-ce que nous, acteurs économiques, je nous appelle à dessein comme ça, opérateurs, comment est-ce qu'on peut contribuer ? Parce que je pense qu'un des énormes sujets aujourd'hui, c'est moins le constat, parce que tout le constat de vieillissement et tout ce que ça soulève, c'est beaucoup plus du côté des solutions opérationnelles et de la traduction concrète. Et il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on n'a pas forcément besoin d'attendre la grande loi, la grande réforme, mais il y a vraiment beaucoup plus une espèce d'alignement des actions et des perspectives à faire à législation, environnement constant. Donc, comment est-ce qu'on peut contribuer ? Donc, c'est plus une question un peu de méthode. Et puis la deuxième remarque sur laquelle j'aimerais bien te voir réagir, c'est est-ce que l'exercice que vous vous apprêtez à faire, vous pensez que vous pouvez le mettre en résonance avec la projection du rapport Draghi ? Parce que je pense qu'il y a un sujet majeur, et c'est sur lequel moi j'avais vraiment à l'époque espéré que le commissariat au plan, ou quelles que soient ses dominations, puisse vraiment être l'espèce de bras armé avec les équipes qui travaillent à Bruxelles, de vraiment s'inscrire de manière extrêmement efficace dans aller tirer en fait tous les grands enjeux qui nous sont communs à nous Européens et les décliner ou les prendre ou les éclairer au niveau français. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui ce gap-là qui est très compliqué à réconcilier, dont on a un besoin urgent. Merci beaucoup à tous les deux. Peut-être sur l'espoir et puis les fils à tirer, deux choses en méthode. L'Europe, je rebondis sur le rapport Draghi, et puis on ne se refait pas complètement, c'est un peu mon obsession, mon ADN, pardon. Mais je crois beaucoup, j'ai évoqué les comparaisons européennes, qu'il faut que, y compris notre débat public, ce n'est pas un gadget, il faut qu'on européanise nos raisonnements, nos regards. Bon, donc moi, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit sur l'impulsion que j'essaie de donner au commissariat à la stratégie au plan, mais je souhaite qu'on ait des contributeurs extérieurs, y compris étrangers, sur des grandes questions de société. Ça peut aller de la question démographique en général à celle de la défense européenne, à celle de la prise en charge des dernières années de la vie ou du vieillissement en Europe, voire avec des financements européens dans certains cas, parce qu'il y a de l'infrastructure. Sophie a parlé à juste titre d'un grand plan d'investissement. Je ne sais pas si c'est des lois, etc., parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué à promettre, et je ne suis pas sûr qu'il faille le faire, mais en revanche, il peut y avoir de la pluriannualité et de la vision autrement que par des lois. Les budgets européens, ça tombe bien, c'est sur 7 ans. C'est un outil aussi de projection, de soutien et de pluriannualité. On ouvre d'ailleurs une petite antenne à Bruxelles avec une personne qui va capter, y compris sur ce sujet d'ailleurs, vieillissement, prise en charge, financement du modèle social, regarder les travaux qui sont faits ailleurs et les débats qui ont lieu dans les institutions européennes et dans les autres capitales ou pays européens pour éclairer nos propres débats. Et donc, je serais ravi de partager un certain nombre de ces travaux ou constats, ou de répondre d'ailleurs à des demandes ou commandes, pas seulement gouvernementales, mais d'acteurs, associations d'élus, fédérations professionnelles, ou dans le cadre d'assises comme celle-ci. Ça me paraît très important. L'autre élément, ça vous paraît évident, mais Sophie, je souris parce que je sais que c'est un combat permanent, c'est qu'on fasse bien sûr des évaluations et qu'on éclaire le débat public. Est-ce que ça marche, ça ne marche pas? Est-ce qu'un dispositif coûte cher, pas trop cher par rapport à ses objectifs? Mais aussi qu'on fasse des propositions. Et quand j'écoutais, avant de venir, je me documentais un petit peu, ou quand je vous écoutais, notamment Jean-Hervé et Sophie, il y a au moins deux choses que vous partagez, vous connaissez, vous avez évoquées ce matin, mais sur lesquelles on montre que les choses ne sont pas impossibles. Voilà, ça me motive d'espoir. Parce que dire la démographie se casse la gueule, la transition climatique c'est compliqué, ça coûte de plus en plus cher, et en plus on n'a pas envie de la financer. Il faut rajouter à tout ça l'effort de défense, il faut réduire notre déficit et c'est compliqué. On part d'une matinée ici, ou sur le thème de la défense, ou sur le thème du climat, un peu déprimé. Bon. Quand on dit, par exemple, la question des patrimoines, comment on les rend plus liquides? L'âge, l'espérance de vie augmente, l'âge moyen de l'héritage en France, je crois, en 30 ans, s'est décalé de 10 ans.
c'est un modèle de société qui change. Ça veut dire que l'héritage, c'est plus quelque chose que vous recevez en moyenne à mi-parcours de votre vie pour, en quelque sorte, investir dans l'immobilier ou autre. C'est quelque chose qui arrive beaucoup plus tard, et donc les actifs ont fait leur vie. Et donc les personnes âgées, raison de plus, il faut réfléchir à ces dispositifs, parce qu'elles ont plus de besoins qu'avant, elles vivent plus longtemps, dépendance, etc., financées par cette liquéfaction, le mot est peut-être pas très joli, mais enfin, on voit l'idée, que je sais, vous travaillez encore. Ce que disait Sophie est aussi encourageant, et c'est vrai, Jean-Philippe est sûrement revenu, mais ce n'est pas qu'une dépense supplémentaire, même s'il faudra la dépense publique supplémentaire sur le grand âge et sur la dépendance. Quand le médico-social intervient, c'est de l'hospitalier parfois en moins. Et au total, ce n'est pas que du coût brut, ce n'est pas que du coût supplémentaire, il y a aussi des façons de s'organiser. Je ne dis pas que c'est magique et qu'on ne dépensera pas plus d'argent, mais qui font que les milliards d'euros qu'on cherche ne s'additionnent pas toujours à ce qui est existant aujourd'hui. Bon. Quand on dit ça, déjà on se dit il y a des voies. Donc c'est un peu notre boulot aussi de mettre des focus ou des zooms sur des solutions à l'étranger, sur des solutions que les acteurs déploient et sur des adaptations de notre modèle social et d'organisation qui font que ce n'est pas que de la dépense supplémentaire qui est de plus en plus difficile à trouver. Voilà, donc ça, je pense, ces 2 points de méthode, ils peuvent donner un peu d'espoir. Et puis, je ferai plaisir à Jean-Hervé, j'espère, en disant une dernière chose qui n'a pas grand-chose à voir avec notre débat, mais puisqu'on parle du Haut-Commissariat, dans les sujets que je pense positifs, très français au bon sens du terme, parce qu'on a une tradition un peu oubliée et qui relève du plan, c'est l'aménagement du territoire. Quel projet on mène, avec quelle priorité, et ça touche quand même un peu à ce dont on se parle aujourd'hui, parce que c'est l'investissement. Je prends une illustration très simple qui montre que la démographie, ça change les choses, mais il y a des opportunités ou en tout cas des adaptations intéressantes. Je discutais avec le maire de Châlons en Champagne, qui est une ville qui est en forte déprise démographique, et c'est difficile. Bon, il dit, moi, mon enjeu, toutes nos politiques publiques sont orientées vers ça, c'est pas de créer des gymnases, des bibliothèques ou des crèches en plus, j'ai pas de personne à mettre dedans. Bon. J'ai trop d'équipements publics et de services publics. En revanche, sur le grand âge, la dépendance, j'ai des besoins. Bon, je ne dis pas que l'un va devenir l'autre, mais ça veut dire que ce n'est pas seulement du plus et du plus, c'est parfois des reconversions, des adaptations, des changements de nos dispositifs de politique publique. Si on les pense et on les anticipe, on peut y arriver. J'en suis convaincu, et vous le démontrez, je n'ai pas assisté à tous les échanges, mais par les propositions ou les constats que vous avez faits, qu'on peut aussi essayer de relayer. Merci beaucoup Clément Beaune. Eh bien, vous avez raison, dans la toute dernière séquence d'évoquer la question des territoires, qui est évidemment essentielle, puisque de nombreuses écoles maternelles se transformeront, sinon en EHPAD, en tout cas en lieu d'accueil pour des personnes âgées. Il y a un certain nombre de maires aujourd'hui qui véritablement voient sous leurs yeux. Je pense notamment à la Bourgogne, au Massif central, qui voient évidemment leur population changer, et donc les équipements publics évidemment devoir se modifier. Merci beaucoup pour ce coup de projecteur. Merci à vous. Et on compte sur vous évidemment pour travailler tout au long du prochain mois.